10e et dernier épisode, coup de théâtre et Hyménée. Sigognac et ses amis ont réussi à délivrer Isabelle, que Vallombreuse retenait prisonnière en son château. Le baron a, du même coup, grièvement blessé le duc au cours d'un dernier affrontement. Et c'est à ce moment qu'un important personnage a fait son entrée, le prince, père de Vallombreuse, qui, oh, surprise, reconnaît en Isabelle, grâce à une bague, sa propre fille. Où est le fils dégénéré qui déshonore ma vieillesse? Me voici, père. Monsieur, le rapt, la séquestration, le viol ne sont plus de la galanterie. Vous n'excuserez jamais le crime froidement prémédité. Savez-vous quelle est cette jeune fille? Votre sœur. Puisse-t-elle remplacer le fils que vous allez perdre? Je ne suis pas coupable comme vous le pensez. Isabelle est pure. Et l'on ne peut croire la parole d'un gentilhomme expirant. Oh. Il n'est pas tombé sur le nez. Ce n'est qu'une pamoison. Un médecin. Un médecin. Une fortune à qui sauvera mon fils. Qu'on l'emmène. Faites vite. Mademoiselle, votre place est désormais à mes côtés. C'est bien le moins que vous me rendiez une fille, puisque vous m'ôtez un fils. Mon père... Sigognac... Monsieur? Monseigneur? Vous pouvez vous en aller avec vos compagnons. Puisque Vallombreuse était infâme, vous avez bien fait de le tuer, en protégeant la faiblesse, l'innocence et la vertu. C'était votre droit. L'honneur de ma fille sauvée rachète la mort de son frère. Voilà ce que la raison me dit, mais mon cœur paternel en murmure. Disparaissez. Je tâcherai d'oublier qu'une nécessité rigoureuse a dirigé votre fer sur le sein de mon fils. Monseigneur, croyez que je ne l'ai point cherché, qu'il s'est jeté lui-même sur ma route. Je laisse en vos mains Isabelle, qui m'est plus chère que la vie. Je me retire, à jamais désolé de cette triste victoire, pour moi véritable défaite. Oh, que mieux eût valu que je fusse tué et victime, au lieu de meurtrier. Que vous semble, baron, de tous ces événements? Cela s'arrange comme une fin de tragicomédie. Après tout, puisque le théâtre est l'image de la vie lui doit ressembler comme un original à son portrait. J'avais toujours entendu dire qu'Isabelle était de noble naissance. Oui, mais il y a maintenant un cadavre entre nous. J'ai moi-même créé l'obstacle où doit se briser mon amour. Pour garder ce que j'aime, je me l'ôte à jamais. Tout cela est sans doute fort lamentable. Mais les affaires du Cid et de Chimène étaient bien encore autrement embrouillées. Et cependant, elles finirent par s'arranger. Ce à quoi il faut aviser promptement, c'est à quitter Paris et à gagner quelques retraites où l'on vous oublie. Il ne me reste plus qu'à rentrer au château de mes pères. La vie n'est pas complètement éteinte. Monsieur le duc de Vallombreuse n'a point exhalé le dernier soupir. Voilà tout. De là à le ramener en santé, monseigneur, il y a loin. Si vous le sauvez, je vous ferai riche. L'épée a traversé le haut du poumon droit. Le cas est très grave. Je vais tâcher de dégager la poitrine du sang qui s'y répandit à l'intérieur.
Rentrez dans vos appartements, monseigneur. Je réponds de l'avis de monsieur votre fils jusqu'à demain. Reverrai-je jamais Sigognac? Pauvre, je l'ai refusé pour époux de peur d'entraver sa fortune. Riche, ce m'est un devoir bien cher de lui offrir ma main. Mais il y a eu ce duel. Oh, Chiquita, que veux-tu, ma chère enfant? Si tu désires rester près de moi, je te garderai. Je t'aime beaucoup, mais je ne puis rester avec toi tant qu'Agostine vivra. Oh, pourtant, j'ai un désir. Si tu trouves que j'ai payé le collier de perles, embrasse-moi. J'ai jamais été embrassée. De tout mon cœur. Maintenant, adieu. Rends-moi mon couteau, si tu n'en as plus besoin. Tiens, le voici. Je jouais gros jeu. Ce médicament pouvait tuer ou ressusciter. Il a ressuscité. Eh bien, Maître Laurent. L'état de monsieur votre fils s'améliore, monseigneur. Mais, de grâce, retirez-vous. Votre présence chérie et redoutée pourrait provoquer une crise dangereuse. Toute émotion lui serait fatale. Bien. À vos ordres, monseigneur. Qu'on demande à la comtesse Isabelle de Lineuil, tel est le titre qu'elle portera désormais, de me venir voir. Oui, monseigneur. Comtesse de Lineuil, c'est le titre d'une terre que je vous donne. Car ce nom d'Isabelle, tout charmant qu'il soit, ne saurait convenir à ma fille, sans être quelque peu accompagnée. Ce que je fais est juste, et cette terrible rencontre qui nous a réunis a quelque chose où je vois le doigt du ciel. Votre vertu a empêché qu'un grand crime fût commis, et je vous aime pour cette honnêteté. Dût-elle me coûter la vie de mon fils. Mais Dieu le sauvera, pour qu'il se repente d'avoir outragé la plus pure innocence. Je prie pour qu'il soit sauvé, mon père. Sans doute, ma chère fille, la pensée doit vous être venue que je ne vous ai point cherché et que le hasard seul a remis l'enfant perdu au père oublieux. Ce serait mal connaître mes sentiments. Lorsque des raisons d'État me forcèrent à me séparer de votre mère, elle changea de nom, passa dans une autre troupe, et je perdis sa trace. Le service du roi me retint longtemps à l'étranger, et lorsque je revins, j'appris que Cornelia était morte. Quant à l'enfant, on n'en avait point entendu parler, m'a-t-on assuré. J'avais tristement renoncé à l'espoir de retrouver cette fille dont la présence eût égayé ma vieillesse.
Il y a quelques jours, j'entendis des courtisans parler avec faveur d'une certaine Isabelle. Agité d'un secret pressentiment, je vous vis jouer, et votre vue me troubla l'âme d'étrange sorte. Peu après, j'appris que votre troupe était partie donner une représentation dans un château des environs de Paris. Je ne me serais pas inquiété si un brave serviteur ne me fit prévenir que mon fils, amoureux à la folie d'une comédienne nommée Isabelle, qui lui résistait, avait fait le projet de l'enlever. C'est pourquoi je suis arrivé ici, aussitôt. Croyez, mon père, que je ne vous ai jamais accusé. Sachez aussi que pour rien au monde, je n'aurais souillé le pur sang qui coulait en mes veines. Mon seul regret est d'avoir été la cause bien innocente du malheur arrivé à monsieur le duc, votre fils. Vous n'avez rien à vous reprocher. Qu'il survive ou succombe, je ne saurais vous en vouloir. Mais quel était ce jeune homme qui l'a blessé? Ce prétendu capitaine Fracasse est en réalité le baron de Sigognac. Sigognac? Je pensais cette race éteinte. Son castel se trouve aux environs de Dax. C'est bien cela. Un Rimbaud de Sigognac, le père de celui-ci, sans doute, était fort ami et compagnon de Henri IV en sa jeunesse. Mais ses affaires, dit-on, étaient fort dérangées. Si dérangées que notre troupe trouva le fils dans une tourelle à hibou en ruine. Pauvreté n'est pas forfaiture. Pourquoi le baron ne s'est-il pas adressé au roi? Le malheur rend timide. En venant avec nous, il comptait rencontrer à Paris une occasion favorable. Pour n'être point à notre charge, il a voulu remplacer un de nos camarades mort en route. Sous ce déguisement, je devine un petit brin d'amourette. Mais je ne m'alarme point. Il n'y a pas assez longtemps que je suis votre père pour me permettre de vous sermonner. Au bout de 2 ou 3 semaines, Vallombreuse put passer quelques heures par jour sur une chaise longue. Isabelle lui tenait souvent compagnie. Chère sœur, le frère est auprès de vous en meilleure posture que l'amant. Autant vous étiez rigoureuse à l'un, autant vous êtes douce à l'autre. Je trouve à ce sentiment paisible des charmes dont je ne me doutais point. Maintenant, je suis heureux, car j'ai de vous précisément ce que je désirais sans le savoir, cette affection dégagée de toute alliance terrestre. Je possède enfin une âme. Oui, cher frère, vous la possédez. Et ce m'est un bien grand bonheur de pouvoir vous le dire. D'ici peu, je serai remis sur pied, et je vous présenterai dans le monde, où la comtesse de Lineuil pourra se choisir un époux. Je n'ai pas envie de me marier. Un père et un frère ne suffisent pas, même à la personne la plus détachée du monde. Ces tendresses-là ne remplissent pas tout le cœur. Est-ce que le chevalier de Vidalinck ne vous paraît pas avoir tout ce qu'il faut pour faire un mari parfait? Je vous l'ai déjà dit, je ne veux point me marier. Oh, quelle humeur farouche! S'il en est ainsi, je me tais. Quelques jours plus tard, Vallombreuse, tout à fait rétablie, proposa à sa sœur une promenade à cheval dans le parc. Malgré les observations d'Isabelle, toujours craintive, le jeune homme chercha les flancs de sa monture et les 2 chevaux partirent d'un train assez vif. Maintenant, me voilà un grand garçon et j'obtiendrai la permission de sortir seul. Et quoi? Vous voulez donc nous quitter à peine guéris? Oui, j'ai besoin de faire un voyage de quelques jours. Ô divine Isabelle, un jour vous reverrai-je. L'amour dans vos grands yeux m'avait tendu son piège. Chaque fleur pour mon cœur est un myosotis. Mon carrosse n'était qu'un chariot de Thespis.
Oh, tout ceci est bien mauvais. Ces 2 mois passés dans la solitude ne m'ont pas fait peur. Monsieur le baron, Qu'y a-t-il, mon bon Pierre? un gentilhomme est là qui demande à vous parler. Ah. Quel est son nom? Il n'a pas voulu le décliner. C'est bien. Je te suis. Pardieu, monsieur le duc, je croyais vous avoir tué. Est-ce vous ou votre ombre qui m'apparaissait? C'est moi-même, Hannibal de Vallombreuse. Et je ne viens pas en ennemi. Voici un brevet signé du roi qui vous donne un régiment. Mon père et moi avons fait souvenir à Sa Majesté de l'attachement des Sigognacs au roi ses aïeux. Je vous remercie. Je vois que ma démarche vous semble un peu étrange. Pendant les 6 semaines que je suis resté cloué au lit, j'ai fait quelques réflexions. J'ai senti la frivolité de bien des choses. L'amour que m'inspirait Isabelle s'est changé en pure amitié. Un frère ne saurait être jaloux de sa sœur. Pauvre, vous avez offert à la femme méprisée la plus grande richesse que puisse posséder un noble, le nom de ses aïeux. Elle vous appartient donc maintenant qu'elle est illustre et riche. L'amant d'Isabelle doit être le mari de la comtesse de Lineuil. Mais elle m'a toujours obstinément refusé. Elle craignait d'entraver votre sort et de nuire à votre fortune. C'est moi, maintenant, qui serais un obstacle à sa haute position. Aimez-vous toujours ma sœur? De toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon sang. En ce cas, faites sceller votre cheval, baron, et en route! Ouais, un pauvre diable qui a voté d'une si longue attente. Si c'était quelques bel écartèlement à 4 chevaux, quelques tenaillements avec pince de fer rouge, je ne dis pas. Oh, la roue a du bon. Il convient cependant à l'article qu'une décollation présente un spectacle aussi noble qu'attrayant. Oui, sans doute. Mais tu sais bien, Lampourde, que la décapitation est réservée aux gentilshommes. Agostine mérite mieux que la corde. Et la justice a eu pour lui les égards qui lui sont dus. Tout de même, la dernière affaire a été d'une brutalité qui me déplaît. Dans cette maison où il s'est introduit pour voler, il a tué le mari qui s'était éveillé et la femme qui dormait. Meurtre superflu et peu galant. Que va devenir cette pauvre Chiquita? Impossible d'aller plus loin, monsieur le duc. Ces drôles attendent une exécution et ne laisseront le champ libre que lorsque le passion aura été expédié. Au diable l'imbécile qui va se faire rouer précisément à l'heure où nous traversons la place de Grès. L'incident est encore plus fâcheux pour lui que pour nous, à Lombreuse. Mais nous n'aurons pas longtemps à attendre. Voyez, la foule se sépare devant la voiture du condamné. Mon fils, pensez au salut de votre âme. Ouais, couchez-le. Et attachez-le solidement. Là. C'est bien. J'arrive, Agostine! Ôte-toi de la fillette ou ma barre va te briser la tête. Mais Chiquita n'écoutait pas. Se penchant sur Agostine, elle le baisa au front et lui dit « Je t'aime », puis, d'un mouvement plus prompt que l'éclair, elle lui plongea dans le cœur le couteau qu'elle avait repris à Isabelle. La mort fut presque instantanée. À peine Agostine eut-il le temps de dire merci.
Lampourde, Malartic et quelques autres, émerveillés de cette action, s'arrangèrent pour empêcher les soldats de courir après Chiquita. Celle-ci se trouva soudain devant le carrosse de Vallombreuse, y monta et reconnut Sigognac. J'ai sauvé Isabelle. Sauvez-moi. Fouette, cocher! Ya! Me conduise à Madame Isabelle, qu'elle soit l'arbitre de mon sort. Le couteau est dans le cœur d'Agostine. Je n'ai plus de maître. Après lui, qui est mort, c'est toi que j'aime le plus au monde. Veux-tu de moi pour esclave? Tu peux rester près de moi. Et tu pourras t'en aller quand tu le voudras. Comtesse de Lineuil, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, que vous accueillerez favorablement, je l'espère. Le baron de Sigognac. Cher frère, vous seul pouviez en cette circonstance opérer la réconciliation, puisque vous seul aviez souffert. Oui, monsieur le duc de Vallombreuse a fait preuve à mon endroit d'une âme généreuse. Il se venge noblement en m'imposant une reconnaissance éternelle. Devenue baronne de Sigognac, Isabelle n'oublia pas ses camarades de la troupe et leur fit à tous des cadeaux. Après quelques mois, elle dit au baron: Mon cher seigneur, ne pensez-vous jamais à votre pauvre Castel? J'y ai songé plus d'une fois. Mais je ne me serais pas permis de vous arracher aux délices de la cour dont vous êtes l'ornement, pour vous conduire à ce séjour de rats et de hiboux. Puisque votre désir s'accorde avec mon caprice, vous plairait-il de partir cette semaine? Et j'emmènerai Chiquita, à qui cela fera plaisir de revoir son pays. On se mit en route. Le voyage fut charmant. Au moment où le carrosse tourna pour entrer dans l'allée conduisant au manoir, Sigognac eut comme un éblouissement. Au lieu de la triste masure s'élevait, sous un gai rayon de soleil, un château tout neuf, ressemblant à l'ancien comme un fils ressemble à son père. Oh Isabelle, vous avez deviné le secret de mon âme. Remerciez aussi un certain enchanteur qui m'a beaucoup aidé en tout ceci, Vallombreuse. Pierre, en livrée neuve, était sur le seuil de la porte. Un somptueux repas fut servi dans la salle où jadis le pauvre baron avait fait souper les comédiens avec leurs propres provisions. Près d'un buffet chargé de mets et de bouteilles, Sigognac reconnut Hérode et Blasius. J'ai voulu mettre ces braves gens à l'abri des misères de la vie théâtrale. L'un est notre intendant, l'autre le sommelier. Le repas allait son train lorsque Sigognac sentit une tête s'appuyer sur son genou et sur l'autre des griffes acérées. C'étaient Miro et Belzébuth. Il leur fit une abondante distribution de bons morceaux. Isabelle, sous prétexte de fatigue, s'était retirée au dessert. Chiquita, promue à la dignité de femme de chambre, l'avait défaite et accommodée pour la nuit. Lorsque Sigognac rentra dans cette chambre où il avait passé tant de nuits solitaires et tristes, il aperçut la jolie tête d'Isabelle qui se penchait vers lui avec un chaste et délicieux sourire. Vers le matin, le chat Belzébuth, en proie à une agitation étrange, tomba sur le flanc, fut agité de quelques mouvements convulsifs et se raidit. Il était mort. Pauvre Belzébuth,
Il a supporté la misère de Sigognac. Il n'en connaîtra pas la prospérité. Belzébuth, il faut l'avouer, mourait victime de son intempérance. Une indigestion l'avait étouffé. Sigognac prit une bêche et le corps du chat et descendit au jardin. Il creusait au pied d'un églantier quand soudain les coups sonnèrent bizarrement. Le baron vit alors un coffret mystérieux. Il le dégagea, mit Belzébuth dans le vide laissé par la boîte et combla la fosse. Quand, un peu plus tard, il eut rompu la serrure du coffre et soulevé le couvercle, il découvrit une masse considérable de pièces d'or. D'anciens bijoux enrichis de pierreries y étaient mêlés. Au fond du coffre se trouvait un parchemin. Le baron y déchiffra ces mots: Raymond de Sigognac. C'était l'un de ses ancêtres, parti pour une guerre d'où il n'était jamais revenu. Décidément, chère Isabelle, le chat Belzébuth était le bon génie des Sigognac. En mourant, il me fait riche et s'en va quand arrive l'ange. Il n'avait plus rien à faire, puisque vous m'apportez le bonheur.